Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast solo, une nouvelle fois enregistré au petit matin avec la voix qui va avec, un petit peu la crève aussi, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu comme ça envie d'enregistrer cette petite bafouille alors que je suis réveillé plus tôt que prévu, car je me suis visionné la veille de cet enregistrement un film assez important de l'année 2022 et dont beaucoup de gens parlent sur les réseaux, le fameux Athéna, troisième long métrage de Romain Gavras, scénarisé entre autres par lui-même et Lajli qui avait fait Les Misérables, est sorti sur Netflix. Oui, aïe aïe aïe, mais bon, le metteur en scène l'a expliqué lui-même, il ne pouvait pas faire ce genre de film au cinéma, il n'aurait pas eu le soutien et le financement nécessaires, ni la liberté qu'il voulait avoir pour ceci. Et donc on peut respecter ce choix parce que ça a permis l'existence de cette œuvre. Une œuvre donc qui lorgne sur ce qu'on appelle plus traditionnellement et assez trivialement le film de banlieue dans la tradition des La Haine ou plus récemment donc Les Misérables, et dans lequel nous retrouvons des acteurs pas forcément connus, mais c'est un choix volontaire de Romain Gavras, le rôle principal étant tenu par Dali Ben Salah qu'on a récemment vu dans Mourir peut attendre. Il y a à ses côtés Anthony Bajon qui continue son petit bonhomme de chemin après Au nom de la terre ou encore Teddy. Sami Slimane, une vraie révélation ici parce qu'il n'a pas fait grand chose de marquant avant, qui joue le plus jeune des frangins. Wassini Mbarek, ou encore Alexis Manenti, qui était d'ailleurs là dans Les Misérables, pour un rôle que je vais tenir secret pour l'instant. Alors, donner mon avis sur un tel film comme ça, pas à chaud, à tiède, mais qui est d'une richesse absolue sur plein de points, ce n'est pas évident. Je vais choisir la simplicité de ce monologue-là. Pour les détails ou autres analyses en profondeur, peut-être que j'y reviendrai un jour à travers certaines discussions, dans des lives, etc. Qui sait? Je pense que c'est un brûlot dont on reparlera encore dans quelques semaines, voire quelques mois. Petit mot tout d'abord sur le synopsis. L'histoire se déroule dans une cité nommée Athéna, qui n'existe pas en vrai, mais on est dans un contexte très réaliste. D'ailleurs, ça a été tourné à Évry dans des conditions assez exactes. Et on cite à un moment des villes du 9-3, on voit BFM TV, bref, ça se passe en France plus ou moins de nos jours. Et on va suivre une fratrie qui porte le deuil de leur plus jeune frère qui, à l'âge de 13 ans, s'est fait tuer par ce qui semblerait être des policiers. Vous imaginez donc l'embrasement de la jeunesse de cette cité qui demande réparation et vengeance dans une grande colère. Le souci, c'est que donc les trois frères survivants sont très divisés sur le papier. Nous avons Karim, le cadet, qui est un petit peu le caïd de la cité, le jeune qui porte cette révolte, le second Abdel, qui est militaire, donc potentiellement du côté de l'État, tandis que l'aîné Mokhtar, il est un peu au-dessus, entre guillemets, de tout ça, c'est le dealer local, et il est un petit peu ravagé, on va dire ça gentiment. Bref, nous allons suivre dès le début du film la jeunesse d'Athéna qui va tout simplement prendre d'assaut le commissariat sur un plan séquence absolument fou, mais on y reviendra sur le côté technique de ce film. Et derrière, évidemment, une sorte de huis clos, film de guerre absolue, clairement, pas loin aussi du péplum de la tragédie grecque, d'où le choix peut-être du nom de la cité, et ça va être intense, non-stop pendant 1 heure et demie. Oui, seulement 1 heure et demie, là aussi je vais y revenir. Et voilà, on va voir le destin de ces trois frères et aussi d'un jeune CRS qui va être au milieu de tout cela, joué par Anthony Bajon. Mon avis sur ce film va être un peu divisé parce que c'est une pure et extraordinaire expérience de cinéma. Romain Gavras, il a voulu faire un film total, sans restriction. C'est donc dommage de ne pas l'avoir vu sur grand écran, mais vous l'avez compris, s'il était sorti au cinéma, on n'aurait peut-être pas eu un tel film. Il y aurait eu certainement une autre approche, d'autres acteurs, etc. Mais d'ores et déjà, je salue l'ambition extraordinaire derrière, donc la technique bien sûr, mais sur le parti pris de faire d'un tel fait social potentiellement très réaliste une tragédie moderne qui va forcément aller dans l'excès pyrotechnique et etc. Même dans les divers échanges entre les protagonistes, c'est toujours sur le qui-vive, ça gueule, ça en est fatigant forcément, mais c'est voulu. On est dans un chaos total, car ce film, c'est cela, hein. C'est une destruction de tout ce qui pourrait être espoir, toute forme d'héroïsme. Ici, il n'y a aucun héros, c'est
sombre, c'est désabusé, mais c'est aussi la colère, c'est l'effondrement d'une certaine manière aussi d'une population qui en a marre de subir et qui a subi, on va dire, le drame de trop. Et derrière, Gavras n'essaye à aucun moment d'édulcorer le propos. On voit bien que c'est le fils de son père, parce que vous prenez les œuvres telles que Z ou L'Aveu de Costa Gavras, et on sent cette âpreté sur le sujet traité. Ici, Gavras, il y va avec une touche bien sûr plus moderne, mais clairement, il y a un brûlot politique derrière. Alors, le message paraît très clair et évident sur la finalité, la conclusion, sur laquelle je ne vais pas revenir, je ne vais pas faire de zone spoiler. Ça peut paraître d'ailleurs un peu trop évident et frontal, mais peu importe, vu l'aspect du film jusqu'ici, on ne s'attendait pas à une fin autre que celle-ci. Et j'embraye donc sur la réussite absolue de ce brûlot, l'aspect formel, qui est en fait une succession de plans séquences, plus ou moins retouchés numériquement à l'ordinateur et tout, mais alors, c'est d'une folie absolue sur le plan de la composition, de la minutie apportée à chaque élément pour faire justement ces faux raccords. On est dans une immersion absolue dès l'introduction. Alors ça part d'un discours, tout ça, et puis après, bam, émeute, qu'on suit comme ça derrière le personnage principal, donc le représentant des jeunes. Puis après, on va sur la route. Il y a une sorte de drone qui nous fait rentrer et sortir du fourgon de police volé. C'est absolument dingue ce qu'on voit. Et bon, c'est fou ce qu'on peut faire avec la technique aujourd'hui aussi. On n'y voit que du feu, mais on s'y croirait, quoi. Et puis, il y a tous ces figurants qui sont au diapason de la mise en scène. Directement, là, on est probablement dans l'un des meilleurs débuts de film de l'année. Puis après, bah, ça enchaîne. Hein. J'ai aussi en tête cette scène où l'un des personnages a un moment d'émotion, puis après il sort de la maison et il va courir. On jongle là-dessus. C'est d'ailleurs intéressant de voir que le film n'oublie pas ces petits moments intimistes comme ça, mais bon, c'est pas le propos principal d'un film qui veut à tout prix nous replonger dans cette violence, dans ce chaos, dès qu'il le peut. Et par définition, à un certain moment, et là j'en arrive à un petit bémol, forcément, ça manque de psychologie. Mais c'est, je pense, le parti pris ici. Dans le sens où le film est très brut et rapide. 1h30, plus générique. Allez, on va dire 1h32, 33 peut-être. Ça file droit et à un moment, t'arrives au bout. Moi personnellement, je me suis dit, déjà? Alors, c'est bon signe, hein, quand tu sors d'un film et tu te dis, ah bon, c'est fini? Mais après, tu regardes la durée et tu te dis, ah oui, alors avec l'aspect tragique, péplum, voire film de guerre, tu voulais un truc encore plus épique, peut-être, centré sur certains dilemmes, etc. Et tu ressens certaines frustrations que tu as vécues lors du visionnage et tu comprends. Hein. Le film aurait pu aller plus loin. Alors, question peut-être de budget aussi, parce que plus de 30 millions, hein, je crois, ont été alloués au film. Vu ce qui a été reconstitué, etc., est-ce que, niveau timing, tout simplement, hein, pour arriver à boucler le tournage dans les délais impartis, est-ce qu'il y a eu des coupes dans le scénario de base? Je n'en sais rien. Peut-être existera-t-il une version longue, allez savoir. Mais j'ai un petit peu quand même le cul entre deux chaises sur la finalité en tant que telle, parce que on passe, selon moi, à côté d'un chef-d'œuvre absolu. C'est ça le fait. C'est que le film est très bon, je l'avoue, même s'il me divise donc sur ce point précis. On en prend plein les yeux, c'est une expérience cinéma qu'il faut à tout prix vivre. Bon, pas sur grand écran, mais essayer de le voir sur le plus grand écran possible à la maison, hein, à la rigueur. Cependant, voilà, les personnages au final, on les voit donc tous en mode perdition. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont pas plus construits, on n'en a pas besoin, vous allez me dire, mais il y avait à faire. Il y avait à faire. D'autant plus que quand on voit certaines scènes où ils se posent, où ils réfléchissent au deuil, etc., vite fait à leurs conséquences, aux causes, bref, ouais, on sent qu'il y a du potentiel. Mais au final, ça ne fait que passer. Et j'ai envie de dire, à cause de cela, il y a eu assez peu d'exploitation au niveau de l'acting. Si ce n'est le jeune Sami Slimane, qui est hyper convaincant, qui a un magnétisme absolu, hein, lui permettant d'être totalement à fond dans le rôle. Les autres, bah, ça manque d'une certaine exploitation, dirais-je, notamment d'Ali Ben Salah et Wassini Mbarek, quoique en soi, ils ont leur moment aussi. Dali Ben Salah limite son personnage, on sent pas, il y a une évolution à un moment, j'en dis pas plus, qui paraît brutale parce que peut-être le film n'a pas pris le temps de nous la faire monter, même si on comprend évidemment derrière
toute cette haine, cette tristesse, cette colère, de tous les partis d'ailleurs, hein. Et puis bon, le personnage de l'aîné, dealer, je suis pas fan, de la façon dont il a été, dépeint notamment, enfin je sais pas, il manque un truc. Même si on comprend l'idée derrière, on voit, hein, toute cette panique absolue, et qui remonte même à avant le drame, hein, le message est clair. Donc oui, ici, même si c'est un film profondément politique, probablement, Gavras fait bien attention aussi de ne pas prendre plus parti que cela. Enfin, il nous fait adopter plusieurs points de vue. Contrairement à Bac Nord, sorti l'année dernière, qui avait fait le choix de ne parler que du point de vue des policiers, ici, on embrasse un petit peu tous les camps et on essaye de comprendre ce qui a pu amener à un tel chaos. Donc, il faut voir Athéna. Je vais pas aller plus loin. Là, je suis déjà allé beaucoup plus profondément que prévu, plus de 10 minutes, j'imaginais pas. Mais c'est un film qui fait parler, qui m'a même réveillé vocalement et tout court. Parce que là, par rapport au début du podcast, je pense que ma voix est légèrement plus claire, mais ça prouve que bah, ce film m'a inspiré et fasciné malgré tout. Parce que ouais, j'aurais aimé beaucoup plus l'aimer. Et en fait, je l'aime beaucoup, hein. Vous l'avez compris, je pense, à l'écoute de cet enregistrement. Mais voilà, j'ai développé une forme d'exigence au fur et à mesure du visionnage et par rapport à ce que j'ai vu, tant et si bien que, oui, les écueils sont là, selon moi, à mon point de vue, donc c'est très subjectif, comme d'habitude, hein, sur les ressentis cinéma, mais en tout cas, je salue cette performance absolue. C'est un film important de 2022, j'insiste là-dessus, mais il ne sera pas dans mon top, à moins que d'ici là, j'y réfléchisse encore plus, que je le revoie, pourquoi pas, parce que ça peut arriver aussi, on peut changer d'avis sur une œuvre. Celle-ci, c'est potentiellement possible. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Athéna. Moi, je prends tout le monde, hop, comme ça, au débat. Allez, mais gentiment, évidemment, hein. De toute façon, c'est toujours à la bonne franquette et avec bienveillance sur ma chaîne, vous le savez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.